Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Patrick, Laurent et Louis. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir Elisabeth. À la une ce soir, quand le président du Rassemblement national prend le pouls du pays. J'ai pris la route pendant plusieurs mois, pas pour des meetings, pas pour des caméras ni pour des selfies. J'ai pris la route seul, sans appareil photo, sans journaliste, avec pour seul bagage un cahier de notes et une idée simple, écouter les Français. Résultat, ce que veulent les Français, le deuxième ouvrage en moins d'1 an signé Jordan Bardella, que vous avez lu, Patrick? Oui, qui est une, comme ça a souvent été dit, une ode à la France du travail, mais cette France-là trouve souvent qu'elle est trop généreuse avec celles qui ne travaillent pas. Et on posera la question à notre invité pour savoir s'il partage les positions de ces Français rencontrés sur les routes. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir, merci pour votre invitation. Ce soir, on évoque ce livre où vous donnez la parole à 20 Français, pêcheurs, agriculteurs, infirmières, boulangers, professeurs, mères et retraités. Votre mère d'ailleurs. Absolument, qui donne à regarder ce soir. Vous consacrez le dernier chapitre. Vous apportez des réponses à ces Français qui peuvent aussi se lire comme un programme électoral. Parmi vos propositions, le retour du service militaire obligatoire. De quoi susciter des réactions, Émilie? Oui, beaucoup, pour ou contre. Les réactions, en tout cas, sont unanimes. Je vous dirai tout à l'heure vers quoi penchent les téléspectateurs que nous avons sondés. À la une également ce soir, Marseille est tétanisée. Je suis catastrophée, en même temps désemparée. C'est quasiment tous les jours des innocents qui meurent. C'est une énième victime et il va en avoir d'autres. On est terrorisés. Ça y est, Marseille, c'est devenu l'abandon. La peur et la colère à Marseille après un nouvel assassinat lié au trafic de drogue. L'enterrement du jeune Mehdi Kessassi s'est déroulé hier sous très haute sécurité. Son frère s'exprime aujourd'hui pour la première fois et le candidat du RN à la mairie de Marseille demande la mise en place de l'état d'urgence dans la ville. Dans le 5 sur 5 de Laurent Sénéchal, chassé de naturel, il revient au galop. Trump qui insulte une journaliste qui l'interrogeait sur l'affaire Epstein, qui décidément ne s'en va pas, ne disparaît pas. Et il a aussi choqué pour la manière dont il a reçu l'héritier saoudien, Mohamed Ben Salman. On en parle avec le directeur de l'information de France Inter, spécialiste des États-Unis, Philippe Corbet, qui signe Les femmes contre le Trumpisme, disponible depuis le début, la moitié du mois d'octobre, aux éditions Grasset. Nos invités après 20h, deux générations de journalistes, deux écoles, la reine Christine O'Krent et le youtubeur Hugo Décrypte. Kerenan, elle qui est de retour avec un nouvel album. Et dans votre œil, Pierre? Une rétrospective Coppola démarre aujourd'hui même dans 170 salles pâtées. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir Coup de cœur et aussi Tucker, deux chefs-d'œuvre de Coppola, peu moins connus ou même méconnus. Coppola qui avait interviewé Christine O'Krent. On montrera cette image. En cuisine, Bertrand Chameroy aux côtés d'Omar Diab, notre chef étoilé cette semaine. Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Alors je ne sais pas ce que veulent les Français. En revanche, je sais qu'on va se régaler ce soir grâce à Omar qui nous prépare. Ce soir, je vous prépare un maquereau qui a été préalablement mariné, puis laqué, puis grillé. Et pour amener un petit peu de piment à la soirée, on le sert avec un condiment abricot piment et quelques feuilles de basilic et des amandes frites. Merci d'avance, chef. Bonne Avec plaisir. Merci à tous les deux, à tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. La France du travail est-elle trop généreuse avec celles qui ne travaillent pas ou qui travaillent moins? La France du travail, c'est celle que vous célébrez dans votre livre, qui dresse, on l'a dit, le portrait et liste les attentes d'une vingtaine de Français, travailleurs, ouvriers, entrepreneurs qui se lèvent tôt et ne comptent ni leurs heures ni leurs efforts. La question des aides sociales est posée dès l'ouverture du livre par votre premier témoin, Bernard, un marin pêcheur de Sète qui se lève chaque nuit à 2h du matin, travaille 95 heures par semaine et qui constate avec lassitude que travailler rapporte à peine plus que de ne rien faire. Est-ce que c'est vrai? Non, en règle générale, d'autant que les droits à l'assurance chômage ont été plusieurs fois réduits. Rappelons qu'un temps plein au SMIC rapporte avec la prime d'activité entre 1 300 et 1 500 euros net par mois, tandis que le RSA, c'est moins de la moitié. Mais il y a, c'est vrai, des exceptions quand la reprise d'emploi avec des très bas salaires entraîne des frais importants et des pertes d'aide. En tout cas, la question du montant de nos dépenses sociales est au cœur du débat public. Je cite un autre livre très instructif, La dette sociale de la France, par Nicolas Dufourcq, le directeur de la BPI, la Banque publique d'investissement, Cyril Jacob, qui rappelle ce que l'on dit peu, que les 2/3 de la dette publique française financent des prestations sociales et que la moitié de la population, 18 millions de retraités, 4 millions d'allocataires de minima sociaux, 2,5 millions de chômeurs, 6 millions d'agents de la fonction publique. Donc un adulte sur deux
est dépendant de la dépense publique et donc financé par ce que vous appelez la France du travail. Même si les fonctionnaires, les agents de la fonction publique travaillent, évidemment. Ils sont aussi la France du travail. Oui. Que la France du travail que notre invité avait déjà célébré ici même il y a 9 mois. Oui, il n'y a pas de hasard. Vous étiez sans doute déjà dans l'écriture de votre livre. Donc pas de surprise, février dernier sur le plateau de C'est à vous. Soutenir la France du travail. Et dans la France du travail, il y a évidemment la nécessité de revaloriser les salaires et de revaloriser le travail, l'effort et le mérite. Mais il y a aussi l'idée de ne pas défendre une France qui serait celle de la paresse, qui serait celle du combat mené en permanence à ceux qui veulent entreprendre. Et de l'assistanat, bien sûr. Dites ça aussi, l'assistanat. Oui, Pourquoi je marque un temps d'arrêt sur assistanat? Parce que c'est un mot très répandu à droite, chez LR notamment, et que le RN emploie peu, très peu, et Marine Le Pen jamais, sauf pour ce qui concerne les étrangers. Mais les Français que vous avez rencontrés, eux, s'en plaignent. Exemple précis qui vient percuter vos positions et vos propositions. J'ai cité Bernard, j'ai lu aussi ce que dit François, agriculteur du Loiret. Je connais des types qui passent leur vie au RSA, et nous, on se crève à la tâche pour des clopinettes. Mais quand il est question de conditionner l'octroi du RSA, le RN parle en stéréo, une même question, deux points de vue, deux visions contradictoires. La loi plein emploi qui va bientôt revenir à l'Assemblée nationale, elle prévoit la mise en place d'heures d'activité pour le RSA, pour toucher le RSA, 15 heures minimum d'activité. Voterez-vous cette loi? Non, on a déjà voté contre. Parce que l'idée qui sous-tend là encore cette loi, c'est qu'en réalité, ceux qui sont en RSA, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Mais l'idée générale qui consiste à dire que tous ceux qui sont au RSA, sont des assistés, en réalité, sont des gens qui en profitent et on ne vit pas avec le RSA. Hein. Je vous le dis très clairement, on ne vit pas avec le RSA. Bon, sont des profiteurs et ne veulent pas travailler, c'est faux. Ce ne sont pas des assistés. C'est la constitution de la guerre des pauvres contre les pauvres. Est-ce que le RSA contre 15 heures d'activité, c'est une mesure de bon sens? Moi, je pense qu'il faut des contreparties aux prestations sociales de ce type qui sont versées. Donc là, vous signez pour. Et sur le fond, je suis parfaitement d'accord. Donc, question simple, est-ce qu'il y a, oui ou non, à vos yeux, un combat à mener contre l'assistanat, ou est-ce, comme le dit Marine Le Pen, la mise en place d'une guerre des pauvres contre les pauvres? Bon, d'abord, vous avez raison de rappeler qu'une grande partie de la dépense publique, et d'ailleurs ce livre sur la dette sociale, qui est un livre extrêmement éclairant, qui relaie beaucoup d'interviews d'un certain nombre de spécialistes des finances publiques, est consacré à la dépense sociale. Bon, je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. Il y a évidemment des gens, et je pense que c'est la grandeur de notre pays, qui, dans des situations personnelles difficiles et face à des accidents de la vie, sont protégés par le modèle social français et doivent continuer à être protégés. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas dans le pays, et je pense que dans ces témoignages que je rapporte et dans ces confessions que je rapporte dans ce livre, on le voit, il y a beaucoup de Français, et notamment des Français qui travaillent ou des Français qui ont travaillé, qui ont le sentiment que non seulement le travail ne paye pas assez, et qu'une grande partie de la fiscalité qui s'applique sur le travail est confiscatoire. Il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment de redonner une trop grande partie de ce qu'ils gagnent à l'État, et que le différentiel, j'y viens et je vous réponds parce que je vous sais rigoureux sur ces questions, le différentiel entre celui qui travaille et qui bénéficie de son salaire net après paiement des charges, après paiement de l'impôt, et celui qui ne travaille pas et qui a la protection sociale, cet écart est beaucoup trop faible dans notre pays. Donc, moi, je pense que l'un des grands enjeux de la prochaine élection présidentielle sera de remettre de l'ordre dans les comptes de l'État, et vous savez qu'on souhaite notamment réserver cette générosité du modèle social français, en tout cas la limiter dans un premier temps aux seuls nationaux, parce que les aides sociales non contributives aux étrangers, c'est au bas mot 15 milliards d'euros par an. Vous me direz que c'est 12 selon l'Institut Montaigne, nous la chiffrons à 15 milliards. Et de l'autre, faire en sorte que le travail et que l'heure de travail soit mieux rémunérée. Et c'est la raison pour laquelle je reprends cette idée dans ce livre qui a été porté par Marine Le Pen en 2022, qui consiste à dire aux chefs d'entreprise, vous augmentez de 10% les salaires de votre entreprise, des salariés de l'entreprise, ces 10% sont exonérés de cotisations patronales parce que les charges sont trop importantes. Et moi, je vois beaucoup de patrons qui aimeraient pouvoir faire un geste pour leurs salariés, mais qui, face au niveau quasi confiscatoire des charges sur les salaires bruts, ne le peuvent pas. RSA, assurance chômage, est-ce qu'il faut réduire le périmètre de ces aides et en limiter l'octroi comme un certain nombre de réformes le proposent? Oui ou non? Oui, en tout cas, il faut des contreparties. Voilà, il faut des contreparties. Pourquoi est-ce que nous avions voté contre? Contrairement à ce qu'a dit Marine Le Pen. Pardon.
pardon, soyons très précis. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen répondait chez votre confrère de France 3 le vote que nous avions fait sur la proposition qui avait été faite, je crois, par le gouvernement ou par les LR, qui consistait à dire travail en échange du RSA. Le seul 15 heures d'activité par semaine. Oui, le bémol de cela, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui sont au RSA et qui travaillent soient utilisés ensuite comme des contrats, c'est-à-dire comme une précarisation du travail. Et en réalité, au lieu de recourir à des contrats de travail, vous utilisez des gens qui sont au RSA en contrepartie de ces heures de travail. Il y a déjà des abus. Bien sûr, les Français, évidemment qu'il y a des abus. Il y a les gens qui travaillent dans notre pays ont le sentiment qu'ils portent sur leurs épaules les efforts de toute la société. Et je crois et j'ai cette conviction qu'il n'y a pas assez de gens qui, en quantité, je dis en quantité, travaillent dans notre pays. Le premier emploi stable, le premier emploi significatif est atteint à l'âge de 27 ans dans notre pays. Premier emploi significatif, ça veut dire pendant plus de 3 ans. En Allemagne, c'est 23 ans. Or, je pense que le fait que les jeunes rentrent beaucoup trop tard sur le marché du travail, ce sont des points non seulement de croissance et de PIB en moins, c'est de la main-d'œuvre en moins pour les entreprises, mais c'est aussi, il faut le dire, des cotisations en moins dans le système des retraites. Et c'est bien d'ailleurs là le cœur du déficit sur les retraites. C'est l'incapacité dans ce modèle à répartition à avoir beaucoup plus d'actifs pour cotiser. On y vient parce que vous avez d'ores et déjà averti que quoi qu'il arrive, le Rassemblement national votera contre les budgets de l'État et de la Sécurité sociale, même si ce dernier suspend la réforme des retraites. Et pourtant, vous citez votre mère qui a compté les jours et les heures avant de pouvoir prendre sa retraite à 62 ans et 6 mois, contrainte par la réforme de travailler un peu plus. Vous ne pensez pas à tous ceux qui seront déçus si cette suspension n'est pas adoptée? Alors d'abord, madame... Elle aurait pu soulager, par exemple, votre mère, en l'occurrence, si elle avait... Non, il se trouve si ça avait été dans le bon timing pour elle. Alors, je ne suis pas socialiste, ça ne vous aura pas échappé. Par conséquent, je n'ai pas le goût de la négociation perdue avec les macronistes. Bon, cette réforme, la proposition qui a été faite par le gouvernement en échange de la non-censure... Mais vous voulez une retraite à 62 ans. En échange de la non-censure... On pourra, si vous voulez, parler du Parti socialiste ensuite, mais en échange d'une non-censure, ils ont fait gagner quelques mois à la génération 64. Donc je n'appelle pas ça une refonte, en tout cas une abrogation de la réforme d'Elisabeth Borne. Mais c'est déjà bien pour la génération 64. Oui, mais d'accord, mais non seulement cette réforme, elle était injuste socialement, parce qu'elle faisait en sorte que des gens qui avaient commencé à travailler très tôt contribuent et travaillent plus longtemps. Moi, je pense que ceux qui doivent travailler plus longtemps sont les gens qui ont commencé à travailler plus tard, et c'est la raison pour laquelle on a défendu une réforme progressive, et deuxièmement parce qu'elle est inefficace sur le plan économique, dans la mesure où même les macronistes de leur propre bouche, de leur propre aveu, disaient que cette réforme n'était pas suffisante pour combler un trou dans le système des retraites qui va probablement atteindre 15 milliards d'ici à 2035. Elle n'est pas suffisante, mais si on la supprime, le trou sera encore plus profond. Qui considèrent qu'il y a de l'insincérité dans la façon dont sont gérés les comptes de l'État et que très certainement le déficit des retraites et notamment le déficit de la sécurité sociale est beaucoup plus important que ce qui nous est dit par les chiffres officiels. Vous en restez à la proposition de 2022. Votre proposition, c'était 62 ans, 42 annuités pour partir en retraite. C'est toujours valable? C'était une réforme progressive qui faisait en sorte qu'on travaille de manière progressive jusqu'à 42 annuités. Bon, évidemment que nous restons sur ces 42 annuités pour une raison... Mais pas sur les 62 ans. Si, mais enfin, de fait... L'âge légal est peu significatif parce que aujourd'hui, le système n'est pas suffisamment lisible. Et les Français qui nous regardent ce soir, comme les Français d'ailleurs qui ont assisté au débat parlementaire ces derniers jours sur la réforme des retraites ou lorsqu'il y a eu la réforme, en fait, sont incapables de savoir, parce que le système manque de lisibilité, à l'âge auquel ils vont partir à la retraite. Et moi, je pense que l'un des grands enjeux de l'élection présidentielle sera de faire en sorte que tous les Français, peut-être avec plus de liberté, puissent se dire, voilà, on commence à travailler à tel âge, on partira à la retraite à tel âge. Or, aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien et on voit que la réforme qui a été mise en place, et c'est pour ça aussi que nous l'avons combattue, est non seulement injuste socialement, mais inefficace sur le plan économique. Donc on abandonne l'âge légal. Non, mais je pense que l'âge légal en soi a peu de signification et a peu de pertinence. Ce qui compte, c'est le nombre de trimestres et le nombre d'années que vous allez cotiser. Bien sûr que l'âge de départ vous permet d'ouvrir vos droits et évidemment qu'il faut conserver un dispositif de ce type. Mais aujourd'hui, je pense et j'ai la conviction que le déficit des retraites est plus important que ce qui nous a été dit, que nous allons très certainement, et c'est la raison pour laquelle vous vous en souvenez, j'avais demandé un audit dans le cadre d'une potentielle victoire aux élections législatives, parce que si vous voulez, quand on en est à se demander où sont passés les 5 à 10 milliards d'euros de TVA perdus cette année, que Monsieur le maire a menti sur le déficit public, je vous rappelle, il y a 2 ans, avec trop de 50 milliards d'euros entre ce qui a été annoncé et la réalité effective du déficit à la fin de l'année 2023, il y a évidemment de l'insincérité et des mensonges sur la gestion des finances publiques.
Ce qui me gêne, si vous voulez, un monsieur mot Cohen, simplement c'est sur l'âge légal. Oui. Ce qui me gêne, c'est de demander des efforts aux gens qui travaillent ou aux gens qui ont travaillé, alors même que les mauvaises économies, dans la mauvaise dépense publique de l'État, ne sont pas faites. Comment est-ce qu'on peut demander des efforts aux gens qui travaillent et aux gens qui ont travaillé quand l'État ne baisse pas son train de vie, quand on a fait 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 8 ans, quand on continue la générosité du modèle social avec la terre entière, quand on augmente année après année la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Donc, moi, je veux dire, il y a des éléphants dans le salon sur le plan budgétaire que personne ne voit. Et moi, je dis, l'un des grands enjeux aussi de la prochaine élection présidentielle sera de baisser la dépense publique pour retrouver des marges, pour nous permettre d'avoir une politique en faveur de la croissance et de la production. Et on vient d'entendre que la générosité du modèle social, vous n'êtes pas prêt à la renier significativement, sauf pour les étrangers, je le répète. Oui, mais pardon, monsieur Cohen, 20 milliards d'euros du système de prestations sociales pour les aides non contributives. Moi, je considère que si vous êtes un étranger en France, vous devez subvenir à vos besoins. Or, comment est-ce que la France a encore les moyens aujourd'hui d'accueillir 500 000 personnes chaque année quand il n'y a que 10% de visas de travail, c'est-à-dire 50 000 personnes au bas mot qui travaillent? Pas 500 000 accueillis chaque année. 463 000 le nombre de titres de séjour légaux. Moins les sorties qu'il faut défalquer. Quelles sorties? Il faut déduire. Les étudiants qui restent, des étudiants qui repartent, les demandeurs d'asile qui sont déboutés, qui ne sont pas renvoyés. Il y a que 10%. En tout cas, le solde, c'est loin de. Oui, non, mais pardon, mais c'est une question fondamentale dans la gestion des finances publiques. On a 10% de visas de travail, c'est-à-dire 50 000 personnes sur les 500 000 titres de séjour qui sont donnés chaque année. Les 450 000 autres qui payent. Un mot sur l'interview que vous avez accordée à Vie économiste, qui a beaucoup surpris. Où vous expliquez que sur la question de la dette, la France n'évitera pas une discussion avec la Banque Centrale Européenne, laquelle pourrait racheter une partie de la dette française. La solution de la dette, l'issue de la dette française, elle est européenne à vos yeux, Jordan Bardella, ce qui est un tournant quand même pour ce qui est de la doctrine historique du Rassemblement national. Alors, mon objectif, c'est de permettre à la France de retrouver le chemin de l'âge d'or économique. Cet âge d'or économique, il passe par 3 leviers. Le premier levier, je le crois, je vous en ai parlé, c'est la baisse de la dépense publique. Nous avons proposé un rétablissement d'une trajectoire budgétaire qui vise à économiser 100 milliards d'euros d'ici à 5 ans. Deuxièmement, je pense, et je le dis et je le redis à The Economist, moi je suis un partisan de la croissance, je pense qu'on n'affrontera pas le mur de la dette si on ne permet pas à nos industriels, à nos chefs d'entreprise, petits, moyens et gros, de recréer de la croissance, et si on ne fait pas souffler sur l'économie française un vent de liberté qui doit permettre aux gens de recréer de la richesse, parce que je pense que la création de richesse, c'est un préalable à toute forme de redistribution. Troisièmement, je pense que pour sortir de la trappe à dette, nous avons besoin de retrouver des taux d'intérêt qui permettent à l'économie française de retrouver de la compétitivité. Ça ne vous aura pas échappé que depuis plusieurs mois, l'euro a été réévalué un peu plus de 12% par rapport au dollar ces derniers mois. Cumulé aux 15% de droits de douane dont nous héritons maintenant sur toutes les exportations européennes vers les États-Unis, c'est un véritable frein et un boulet pour l'économie française. Donc, moi, ce que je pense et ce que je propose, c'est qu'une fois notre arrivée au pouvoir, que nous ouvrions une discussion avec la Banque Centrale Européenne qui, par le passé, a su non seulement racheter tout ou partie des dettes européennes, ce qu'on a appelé le quantitative easing, et surtout avoir une politique qui ne soit pas seulement... Avec des contreparties, quand même. Mais avec une économie française qui serait sous surveillance, sans doute. D'abord, consentez au fait que ce que je dis là a existé par le passé. Et que pour retrouver des taux d'intérêt, pour faire baisser des taux d'intérêt, la Banque Centrale Européenne a une politique qui a visé à soulager les États européens d'une partie de la charge de la dette. À l'horizon 2030, et Monsieur Cohen, pardon, mais ce n'est pas mon bilan. Moi, si demain les Français m'accordent leur confiance et qu'ils nous accordent leur confiance peut-être dans le cadre d'une dissolution, nous aurons à affronter 3 400 milliards d'euros de dette, une ambition très forte de remettre de l'ordre dans les comptes de l'État. Mais quand vous avez une charge de la dette à 100 milliards d'euros d'ici à 2030, c'est-à-dire l'intégralité de l'impôt sur le revenu. On est forcément moins souverainiste. À un moment donné, c'est ça que vous voulez dire. Non. On est moins souverainiste. Non, je pense qu'il faut mobiliser l'ensemble des énergies positives. Et en la matière, la Banque Centrale Européenne a évidemment un rôle. Je ne souhaite ni sortir de l'euro, ni sortir de l'Union Européenne. Je souhaite en tout cas que la France retrouve de la souplesse vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, qu'on puisse ouvrir cette discussion carte sur table avec les institutions comme la Banque Centrale Européenne, parce que mon ambition, c'est la croissance. Et mon ambition, c'est que si demain je veux que le travail paye, si demain on veut remettre le pays sur le chemin de l'âge d'or économique, alors il faut ce pacte de confiance avec les entrepreneurs français, il faut les libérer d'une fiscalité qui est aujourd'hui confiscatoire, et il faut surtout simplifier l'économie française, parce qu'on a aujourd'hui une addition
de normes. Moi, j'étais ce matin au Millipol, qui est l'un des plus grands salons mondiaux de la sécurité, de la sécurité intérieure et de la défense. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la multiplication des normes nous contraint énormément dans la compétitivité de l'économie française. Je vous rappelle que les normes, ça nous coûte 4% du PIB chaque année. C'est 60 milliards d'euros en moins pour la création de richesses. Depuis la sortie de ce livre, vous multipliez les séquences de dédicaces à travers la France, des dédicaces relayées sur vos réseaux sociaux, où l'on voit que vous êtes un auteur très gâté par ses lecteurs. Il faut avoir des petites bières de chez nous. Voilà. Donc le problème c'est qu'elles sont vides quoi. Ouais, je le dis pour les prochains, je passe une annonce, ce sont mes madeleines préférées. Donc ça c'est moi ça. C'est un montage non? Donc, sur Amazon il faut commander les coques de J. Qu'est-ce qu'on pense? Ah bah voilà. Comme je suis fière de t'avoir parmi mes élèves. Avec nous la dernière année, peut-être que parmi tous les élèves que nous avons, un jour j'aurai un président de la République. Mais non, non. Peut-être. Oh, mais c'est sûr. C'est votre maîtresse de CM2 là. C'est mon institutrice de CE2, absolument. De CE2, alors qui évoque votre destin présidentiel. Elle est la seule à le faire ou c'est la seule que vous montrez? Est-ce que beaucoup d'électeurs vous réclament une candidature à la présidentielle? D'abord, beaucoup de lecteurs viennent à ces séances de dédicaces qui durent parfois, en l'occurrence, ici à Nice, ça a duré plus de 5 heures. Donc, moi, je vais vers eux et je vais vers les Français, évidemment comme président de parti et comme potentiel Premier ministre, parce que ça ne vous aura pas échappé qu'avant l'élection présidentielle, il peut y avoir des élections législatives anticipées. Nous les réclamons parce que je pense que c'est le seul moyen d'apporter de la stabilité et du changement aux Français. Et moi, je me prépare évidemment aux côtés de Marine Le Pen à exercer des responsabilités. Elle est notre candidate naturelle pour l'année prochaine. Vous savez qu'il y a une procédure de justice en cours, qu'elle a fait appel. Et je compte bien évidemment à ses côtés faire en sorte qu'elle puisse... Appel qui sera étudié par la Cour d'appel à partir du 13 janvier. Le jugement est attendu pour le mois de juin 2026, date à laquelle elle sera fixée sur sa possibilité ou pas d'être candidate, mais elle se prépare déjà à toutes les éventualités, comme elle l'a rappelé sur RTL le 12 novembre dernier. Si je suis empêché et que, par exemple, la Cour de cassation me donne raison 3 mois ou 4 mois après, il sera trop tard pour faire une campagne. Donc s'il y a une nouvelle condamnation, c'est Jordan Bardella qui, après la décision d'appel, sera le candidat. Ça me paraît être une évidence. Évidemment, c'est très difficile, ce serait très difficile, mais je crois que c'est une décision qui s'impose. Elle n'hésite plus du tout à évoquer cette hypothèse publiquement, Marine Le Pen. C'est comme dire que le scénario est clairement sur la table. Nous pouvons gagner l'élection présidentielle. Voilà, les sondages qui ont été faits, les sondages sont ce qu'ils sont. Il ne fait jamais bon d'être en tête à 500 jours du premier tour d'une élection présidentielle, mais il se trouve qu'aujourd'hui, Marine Le Pen ou nous, faisons partie des gens qui sont en capacité d'arriver au pouvoir dans un peu plus d'1 an, et nous y travaillons. Nous nous y préparons et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe à l'issue de cette séquence judiciaire pour laquelle nous entendons bien démontrer l'innocence de Marine Le Pen et celle du Rassemblement national, eh bien nous serons présents quoi qu'il arrive. Et notre devoir, c'est de nous y préparer. Et le devoir de nos compatriotes sera peut-être très bientôt de choisir. C'est pas tout à fait la même chose de se préparer à être Premier ministre ou président de la République. Là, vous vous préparez uniquement à être Premier ministre et au mois de juin, vous changerez de braquet pour potentiellement devenir candidat à la présidentielle. Je me prépare à assumer des responsabilités, bien sûr. Je veux dire, je ne suis pas devin, mais je crois que Marine Le Pen démontrera son innocence. Et en tout cas, il n'est pas interdit de penser qu'il puisse y avoir des élections anticipées d'ici l'été, si en tout cas le Parti socialiste sort de ce syndrome de Stockholm dans lequel il se trouve à l'égard d'Emmanuel Macron depuis maintenant quelques semaines, au prix de beaucoup de compromissions. Et donc nous, en responsabilité, comme on aime le dire sur les plateaux de télévision, eh bien on se prépare. Parce que nous avons une occasion inédite et historique de porter nos idées au pouvoir. Et dans ce livre, moi, je fais aussi le constat d'un divorce aujourd'hui presque total entre ce qui se passe à Paris, ce qui se dit à Paris, et ce que vivent ces Français, notamment ces Français humbles, ces Français silencieux, cette France du travail, qui ne supportent plus que l'on parle à sa place et qui, avec beaucoup de difficultés, affrontent un quotidien qui est chaque jour plus difficile. Donc que ce soit sur le pouvoir d'achat, sur la nécessité de relancer la croissance, sur la sécurité ou la protection de notre identité face à des flux migratoires qui sont hors de contrôle, nous nous préparons non seulement à l'élection, mais nous nous préparons demain à agir, bien sûr. Vous terminez votre livre par ces mots français que vous avez rencontrés. Je n'oublierai rien, et c'est imprimé en lettres capitales. Rien de ce que vous m'avez dit, rien de ce que vous m'avez confié. Vous leur donnez presque à ces Français rencontrés un droit de suite sur ce que vous ferez.
J'ai voulu, d'abord, le livre, quoi qu'on en dise, ça reste je ne sais pas si c'est un passage obligé quand on fait de la politique, mais ça reste un moyen de s'adresser directement au cœur des Français. Et moi, j'ai voulu dire aux Français, d'abord j'ai voulu partager, parce que quand on écrit, on partage des sentiments, on partage des anecdotes, on partage des confessions. J'ai voulu dire aux Français, au travers de ce livre, mais aussi au travers du premier livre que j'ai sorti l'an dernier, voilà ce que je pense, voilà ce que nous ferons, et voilà la vision que nous avons du pays. Après, vous pouvez être en désaccord ou pas en désaccord, mais lisez-nous et faites-vous une opinion par vous-même. Et c'est vrai que j'appartiens à cette génération de responsables politiques à laquelle les Français parlent encore. Et au fond, notre responsabilité, c'est aussi de les écouter, parce que j'ai, moi, le sentiment, je fais de la politique depuis un peu plus de 10 ans, je commence à avoir un petit peu d'expérience, le sentiment que les responsables politiques n'écoutent plus les Français. Et moi, de par mon parcours, je n'ai pas fait les grandes écoles, ça m'est souvent reproché. Je pense avoir gardé aussi en dehors de la politique. Oui, enfin, j'ai pas honte d'avoir fait de la politique, d'avoir été élu parlementaire à l'âge de 23 ans. Célébrez la France et du je travail. crois que oui, enfin, je fais pas du dessin la journée, Monsieur Cohen, mais vous n'avez fait que du journalisme. Bon, mais il se trouve que vous passez vos journées à commenter ce que je fais. Moi je fais, vous commentez, donc pas toutes, je pourrais vous former politiques. le même reproche, mais je veux dire, quand on fait des scores comme ceux qu'on a réalisés lors des dernières élections, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Français qui considèrent qu'on est lié à eux, qu'on est lié par le cœur, qu'on est lié par l'esprit, et qu'on est capable de traduire sur le plan politique à la fois leurs attentes, leurs espoirs, leur colère, mais aussi leurs attentes. Émilie. Vous l'avez dit ce matin, vous étiez au Salon Millipol, l'événement mondial dédié à la défense et à la sécurité intérieure, et vous étiez accompagné. Je déambule aux côtés de Jordan Bardella. On préside tous les deux une formation politique qui a décidé de s'allier, de s'unir. Nous avons des différences, je dirais plutôt des nuances sur quelques sujets, ce qui fait que je ne suis pas membre du Rassemblement national, que je suis à la tête d'une formation qui porte le nom du dernier parti du général de Gaulle, fidèle à cette histoire, mais j'aime bien être avec Jordan Bardella. Éric Ciotti, président de l'UDR et allié à votre parti, aime bien être avec vous. Et vous, on comprend pourquoi vous déambuliez avec lui dans ce qui est l'un des plus gros salons de la défense, puisque c'est lui que vous aviez choisi pour devenir votre ministre des Armées en cas de victoire aux législatives de l'été 2024, poste que vous lui aviez d'ailleurs proposé, qu'il avait accepté avec enthousiasme. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans votre premier livre, Ce que je cherche. Pourtant, l'ex-président LR, partisan comme vous, et ça vous l'écrivez dans votre second livre, d'un retour du service militaire, n'a pas fait le sien. Il y a échappé en 1991, alors qu'il était encore obligatoire jusqu'en 1998. À l'époque, Éric Ciotti a 25 ans. Il est assistant parlementaire de Christian Estrosi, député RPR des Alpes-Maritimes, qui avait d'ailleurs, selon une lettre publiée par le Canard enchaîné, sollicité l'aide de François Fillon pour que son jeune assistant parlementaire puisse y échapper. Plusieurs demandes de report qui n'ont pas suffi. Ce sera finalement sa demande de dispense au titre de soutien de sa famille, sa femme étant enceinte, qui finira par être acceptée. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous ces détails, puisque vous aviez l'air un peu surpris ce matin en apprenant qu'il n'avait pas fait son service militaire face aux questions de Zidane Azouzi et Salomé Delattre. Vous ne pensez pas que tout potentiel ministre des Armées doit avoir effectué son service militaire ? Ça dépend à quelle période. Est-ce que vous savez si Éric Ciotti a fait son service militaire ? Demandez-lui, il est à côté. Vous avez fait votre service militaire ? Non. Non. Ministre des Armées qui n'a pas fait son service militaire, ça vous dérange pas ? Non, il ferait aussi un bon ministre de l'Intérieur. Le service militaire suspendu par Jacques Chirac, mais peut-être bientôt de retour. C'est en tout cas ce que souhaite Emmanuel Macron face aux menaces extérieures. Nous, on a sondé nos téléspectateurs et il y a une grande majorité qui est pour le retour du service militaire. Vous le voyez, il n'y a que des pour en réponse, pratiquement. Vous dites dans votre livre que sa restauration dans les meilleures conditions possibles est une nécessité politique. Alors, vous l'avez dit là, vous vous préparez à remplacer Emmanuel Macron, mais pour le coup, là, vous soutenez la volonté du président qui pense lui aussi à un retour du service militaire sur la base du volontariat, ou vous voulez aller plus loin ? Alors, moi je suis pour le rétablissement d'un service national qui soit un service national sous la forme d'un service militaire. Je pense que sa suspension, parce qu'il n'a pas été supprimé, il a été suspendu par le président Chirac à la fin des années 90, c'est une erreur, parce que je crois que le service militaire, comme beaucoup de Français d'ailleurs, manifestement les Français qui nous regardent ce soir sont aussi de cette opinion, était un vecteur à la fois de cohésion nationale et de cohésion sociale, dans la mesure où il gommait aussi les différences sociales entre les différents individus. Maintenant, il est vrai, et l'honnêteté m'oblige à le reconnaître, que l'état actuel de nos armées et l'affaiblissement des moyens matériels de l'armée depuis 30 ans, même s'il y a un effort louable avec les dernières lois de programmation militaire qu'il faut évidemment saluer, avec l'ambition d'avoir un budget des armées à hauteur de 80 milliards, presque 80 milliards à l'horizon 2030,
fait qu'aujourd'hui, l'armée n'a pas les moyens de prendre en charge 300 ou 400 000 personnes chaque année pour le service militaire. Donc, il doit être un objectif à terme. Je pense que la proposition qui a été faite, pour le coup, je n'ai pas beaucoup de points d'accord avec le président de la République, mais la proposition qui est de commencer par un service militaire qui est ouvert aux volontaires me semble être une bonne idée, une bonne mesure, me semble aller dans le bon sens. Et je pense qu'il pourrait même d'ailleurs mobiliser aussi des militaires de réserve, parce que moi je discute avec beaucoup de militaires, je fais aussi le portrait d'un de nos jeunes soldats dans ce livre, Arthur. et d'anciens militaires qui sont soit en réserve, soit en pré-retraite, qui sont parfaitement volontaires et parfaitement enthousiastes à l'idée de contribuer à cet effort. Mais à terme, je crois qu'il devrait être obligatoire. À terme, c'est-à-dire c'est-à-dire à partir du moment où nous aurons réussi à rebâtir une force militaire. L'armée doit rester une armée de métier. Moi, je suis extrêmement attaché à cette façon de concevoir l'armée, parce que nous sommes dans un monde en convulsion, dans un monde de plus en plus dangereux. Et je pense que le fait d'avoir une défense autonome, et je crois qu'on doit progressivement porter l'effort de défense à hauteur de 3% du PIB d'ici à 2030, voire 2035, me semble être un impératif dans un monde de plus en plus dangereux et de plus en plus violent. Mais obligatoire pour les hommes comme pour les femmes, pour les filles comme les garçons? Oui, je pense que d'abord le Parlement pourra évidemment se saisir de cette question et en déterminer les modalités, mais dans l'esprit, je crois qu'il y a une demande d'autorité qui est très forte dans la société, et c'est vrai que le service militaire contribue à transmettre des valeurs, à détecter aussi des carences lorsque on maîtrise mal la langue française par exemple, avec l'ambition évidemment d'y apporter des réponses. Moi je suis très fier du travail de nos armées, de nos militaires, et je pense qu'il ne faut jamais oublier à la fois le sens de leur sacrifice dans l'histoire et le sens des valeurs que pouvait transmettre le service militaire. Maintenant, il faut être lucide sur l'état actuel des forces, mais évidemment que lorsqu'on fait de la politique, c'est pour rendre le pays meilleur et pour changer le monde. Vous restez avec nous, d'autres sujets d'actualité à vous soumettre dans la story de Louis Amar. La lutte contre le narcotrafic. Le président de la République a rappelé que c'était un combat entamé depuis plusieurs années et appuyé également l'importance d'une politique de prévention et de sensibilisation, puisque et je reprends ces mots, c'est parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafics. C'est l'histoire d'un drame qui bouleverse et qui inquiète. Un drame de plus lié au narcotrafic à Marseille, sans doute le drame de trop, l'assassinat de Mehdi Kessassi, 20 ans, qui avait pour seul tort d'être le petit frère d'Amine Kessassi, militant très engagé dans la lutte contre le trafic de drogue. Ce crime a poussé Emmanuel Macron à organiser hier une réunion à l'Élysée dans laquelle il a ciblé les consommateurs complices des trafiquants selon lui. Dans le même temps, avaient lieu à Marseille les obsèques de Mehdi Kessassi dans une ville dévastée par le chagrin et gagnée par la peur. Un choc, hein, un très gros choc. Parce que c'était quelqu'un de très gentil, il n'était pas connu, il était à l'école et il est mort. En fait, c'est Marseille le problème. C'est une énième victime et il va en avoir d'autres. On est terrorisés. Tuer des gens gratuitement comme ça sert à rien. Ça sert à rien et ça va amener nulle part. Il faut faire quelque chose, c'est pas normal. On peut pas tuer des jeunes comme ça. Ils se cachent même plus maintenant, ils font ça même maintenant en plein jour. Ils ont plus peur de la loi, de la justice et même des parents. Hein. Ça y est, Marseille c'est devenu l'abandon. Les obsèques se sont déroulées sous très haute sécurité. Des hommes du raid armés de fusils d'assaut étaient positionnés autour du cimetière où la famille est arrivée en voiture blindée. Quant à Amine Kessassi, le frère de la victime, menacé depuis des années, il portait un gilet pare-balles sous son blouson en jean. Amine Kessassi, qui s'est exprimé aujourd'hui pour la première fois depuis le drame. « Mon cœur n'est que blessure », dit-il dans une tribune dans le journal Le Monde, avant d'ajouter « Je ne me tairai pas. Je dirai la violence du narcotrafic et la lâcheté des commanditaires des crimes ». Amine Kessassi qui dénonce, je cite, « les carences de l'État, les failles de la République et les territoires abandonnés ». Même tonalité pour son avocat. On se pose légitimement la question de savoir, est-ce que des gens vont parler, est-ce que des gens vont militer, est-ce que les avocats vont décider de continuer d'assister les victimes? C'est une omerta, je dirais, imposée. Si vous ouvrez votre bouche, et je reste poli quand je dis ça, vous risquez de vous prendre une balle ou au pire, votre frère, votre mère, vos enfants risquent d'être eux-mêmes touchés. Si on commence effectivement à faire taire les gens, ça veut dire que les narcotrafiquants ont gagné et ça veut dire que l'État a abandonné le combat. Selon le journal Le Parisien, l'homme suspecté d'avoir commandité cet assassinat s'appelle Amine O, surnommé Mamine. C'est le chef, l'un des chefs de la DZ Mafia, ce gang de narcotrafiquants qui sème la terreur notamment dans les quartiers nord de Marseille. Amine O aurait piloté le crime depuis sa cellule à la prison de Bourg-en-Bresse où il était encore hier avant d'être transféré dans le nouvel établissement de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Pour le ministre de l'Intérieur qui sera demain à Marseille avec le garde des Sceaux, ce nouveau narcomicide marque un tournant.
Ce meurtre préparé est totalement inédit. Donc c'est un véritable point de bascule. Le président de la République a demandé à tous les acteurs de poursuivre la lutte qui est la nôtre, de l'amplifier, notamment au travers des nouveaux outils qui sont les nôtres dans le cadre de la loi narcotrafic. Les trafiquants, et notamment ceux qui dirigent les mafias marseillaises, sont de plus en plus à cran à Marseille. L'action qu'on mène, elle porte des coups très durs au trafic. Cette loi sur le narcotrafic évoquée par Laurent Nunez a été votée en avril dernier. Certaines dispositions sont déjà mises en œuvre, comme l'ouverture des prisons de haute sécurité. D'autres vont suivre. Par exemple, la création du parquet national dédié à la lutte contre le crime organisé, prévue en janvier 2026. Mais pour les oppositions, le gouvernement doit aller plus loin. On doit donner plus de moyens à nos policiers et nos gendarmes. Et oui, on doit avoir une réponse pénale plus forte. Il faut que les pouvoirs publics agissent avec force et détermination. Il y a une série de mesures à prendre. Augmenter les moyens des douanes. Quand il y a des grosses saisies, ça augmente le prix, donc ça fait diminuer la consommation potentiellement. Les narcotrafiquants nous livrent une guerre. Il faut désormais qu'on combatte avec des armes qui soient à peu près avec des armes égales. Jordan Bardella, le candidat du RN à la mairie de Marseille, Franck Alizio, demande l'état d'urgence dans la ville. Il faut l'état d'urgence, ça changerait quoi concrètement ? Bon, d'abord, je pense que notre système pénal et que notre système sécuritaire n'est pas adapté à la véritable guerre que livrent aujourd'hui les narcotrafiquants à notre pays et à des banlieues qui sont aujourd'hui abandonnées. Et donc, si demain nous sommes à la tête du pays, nous mettrons en place un arsenal pénal et un arsenal judiciaire qui sera parmi, je l'ai dit, les plus durs d'Europe. La loi vient de changer. Hein. Oui, enfin, on voit que ça a l'air de bien fonctionner. Bon. Non, elle n'est pas encore en application. D'abord, il faut créer des places de prison. Moi, lorsque le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait reçu les chefs de parti l'an dernier, moi je lui avais dit la chose suivante: il faut s'inspirer des dispositifs anti-mafia qui ont été mis en place en Italie et qui ont permis, et pour le coup, ça va dans le bon sens, d'extraire les gros bras, d'extraire les gros cerveaux. Il y a à peu près 5000 chefs de gang qui sont identifiés par les services de renseignement, de les mettre dans des prisons de haute sécurité et de les isoler totalement, premièrement. Deuxièmement, je pense que l'arsenal pénal n'est pas à la hauteur de la menace. Il faut mettre en place des peines planchées. Il faut mettre frein aux remises automatiques de peine. Il faut créer 40 000 places de prison, ne serait-ce que pour être à la moyenne européenne. Et vous n'allez pas nous faire croire que dans un pays, la France, qui a les plus grands groupes de BTP au monde, on n'est pas capable de construire 40 000 places de prison. Emmanuel Macron en avait promis 7 000, il y en a eu quasiment 0 qui sont sortis de terre. Vous ne répondez pas sur l'état d'urgence, Jordan Bardella. C'est inutile, c'est accessoire ? Non, je pense que l'état d'urgence, en réalité... Ça servirait à quoi ? D'abord, l'état d'urgence, si vous voulez, il est permanent. C'est même plus l'état d'urgence, là, c'est l'urgence d'un État. C'est l'urgence de mettre en place un État qui soit implacable avec les fauteurs de troubles. Je le disais, il y a 5000 chefs de gang qui sont identifiés par les services de renseignement. Il faut évidemment neutraliser les têtes de réseau. Il faut durcir les amendes contre les consommateurs. Et il faut, encore une fois, se doter de moyens sécuritaires et de moyens judiciaires qui rompent avec 40 ans de politique. Parce que, vous voyez, moi, j'écoutais là les réactions des parlementaires et des groupes à l'Assemblée. Mais en fait, on colle du sparadrap. Ça fait 40 ans que l'État a démissionné. Ça fait 40 ans qu'on a laissé s'installer la guerre civile dans d'innombrables quartiers, où maintenant on est obligé de déployer des policiers du RAID pour faire des enterrements dans un pays, la France, en 2025. Donc, je veux dire, les Français ne comprennent pas la démission de l'État. Et donc demain, il faudra prendre des mesures très dures pour ramener l'autorité dans le pays, pour reprendre le contrôle des frontières, pour aller dialoguer avec les pays de départ. Et je pense à un certain nombre de pays d'Afrique du Nord et notamment du Maghreb qui sont des pays de départ de la drogue, mais aussi des trafics d'armes, mais aussi du trafic d'êtres humains. Je pense qu'on doit mobiliser aussi la force de garde frontière européenne qu'on appelle Frontex dans la lutte contre les trafics et arrêter de faire de cette police de garde frontière une hôtesse d'accueil pour l'immigration. Tout de suite, le 5 sur 5 de Laura Sénéchal. Le Sénat américain approuve à son tour la publication de l'ensemble du dossier Epstein. Oui, aux États-Unis, les élus, y compris républicains, tordent donc le bras du ministère de la Justice et imposent la publication de ce dossier. Epstein, c'était devenu inéluctable au point de pousser Trump à une rarissime volte-face. Il a fini par appeler ses propres élus à voter en disant n'avoir rien à cacher. Le vote a eu lieu quand même très rapidement au Sénat, dans la foulée de la Chambre, jusqu'à surprendre, écoutez, le patron des républicains de la Chambre, Mike Johnson. I'm deeply disappointed in this outcome. I think I've been at the state dinner. I don't know. I was just told that Chuck Schumer rushed it to the floor and put it out there preemptively. It needed amendments. I just spoke to the president about that. We'll see what happens. Bonsoir Philippe Corbet. Bonsoir. Directeur de l'information de France Inter, ancien correspondant des États-Unis, dont vous chroniquez la vie politique dans votre newsletter bi-hebdomadaire Zeitgeist.
Cette défaite, c'en est bien une pour Trump, malgré sa volte-face, qu'il a essayé de gagner, de sauver la face, mais clairement c'est une défaite. Oui, c'est la plus grosse défaite de Donald Trump au Congrès depuis sa première élection en 2016. C'est d'autant plus frappant que les républicains ont la majorité, certes courte, à la Chambre et au Sénat. Mais au-delà de ce qui s'est passé à la Chambre, c'est la première fois depuis que Donald Trump s'est lancé en politique à l'été 2015 que la base MAGA, la base Make America Great Again, c'est-à-dire le cœur du cœur de son électorat, les Trumpistes canal historiques, les Trumpistes les plus fervents, se retournent contre lui. Parce que ce sont vraiment les Trumpistes les plus purs qui ont été le nœud là-dedans, et notamment 3 élus à la Chambre, Lauren Boebert du Colorado, Nancy Mace de Caroline du Sud, et surtout Marjorie Taylor Greene de Géorgie, qui, la semaine dernière, a tenu tête à Donald Trump et qui a dit « il faut absolument que le dossier Epstein soit publié ». La base donc qui se retourne contre Donald Trump. Oui, vous parliez de Marjorie Taylor Greene. Il surnomme désormais Marjorie Traitor Greene, donc voilà, la traîtresse. Exactement. Elle a d'ailleurs fait venir des anciennes victimes de Jeffrey Epstein devant la Chambre des représentants pendant qu'il y avait les votes à l'intérieur, en tout cas au moment où il se déroulait. À l'origine, c'est une proche de Trump, presque une midinette, une fan du président. Elle est ultra-conservatrice, elle est provocatrice, elle a porté la campagne de Trump comme personne, mais donc elle a, vous le disiez, tenu tête au point où il a eu ce sobriquet. Le divorce, manifestement, est consommé. I was called a traitor by a man that I fought for 6 years for. And I gave him my loyalty for free, and he called me a traitor for standing with these women and refusing to take my name off the discharge petition. Let me tell you what a traitor is. A traitor is an American that serves foreign countries and themselves. A patriot is an American that serves the United States of America and Americans like the women standing behind me. C'est une adversaire maintenant de Donald Trump ou pas? Non, et d'ailleurs elle dit, moi si je devais voter, je voterais pour Donald Trump, je souhaite sa victoire, je soutiens son programme. Elle ne dit pas qu'elle est devenue anti-Trump, pas du tout, mais vraiment pas. Simplement elle dit, il faut qu'il respecte sa promesse parce qu'il a fait campagne en 2024 en disant je publierai l'ensemble du dossier Epstein. Il a fait campagne là-dessus, et d'ailleurs au tout début du mandat, au début donc en janvier-février, sa ministre de la Justice allait sur Fox News disant mais j'ai vu le dossier Epstein, il y a des choses dedans, vous allez voir quand je vais le publier, énorme. Elle a dit il est sur mon bureau. Il est sur mon bureau, vous allez voir, c'est énorme. Il y a des agents, des centaines d'agents du FBI qui ont épluché. Et à un moment donné au printemps, il y a quelque chose. Finalement, on ne va pas le publier. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il a été décidé par le ministère de la Justice et la Maison-Blanche de ne pas le publier. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Personne ne pense, enfin en tout cas, rien n'indique qu'il y a quelque chose de dangereux sur Trump lui-même. Le sujet n'est pas vraiment sur une possible responsabilité. Le FBI était contre depuis longtemps. Oui, absolument. Et par ailleurs, dans la publication, le ministère de la Justice peut dire ça, il y a une affaire en cours, donc on ne va pas donner tous les détails. Mais il peut y avoir des choses qui incriminent des proches de Trump, des soutiens de Trump, y compris aussi des adversaires de Trump. Bill Clinton, par exemple. Il y a certainement des choses sur Bill Clinton dedans. Il y a peut-être des choses, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses sur Melania Trump, par exemple? En tout cas, il y a quelque chose, il y a un mystère sur pourquoi est-ce qu'à un moment donné, alors qu'ils voulaient le publier, ils ont décidé de ne pas le publier. Ils ont découvert des choses qui vraisemblablement les embarrassent. Mais c'est pas forcément sur le président lui-même. Il y a eu des papiers, effectivement, qui ont manifestement beaucoup embarrassé la Maison-Blanche, qui disaient que c'est Epstein qui avait présenté Melania à Trump. C'est cela. Mais il y a cette photo d'archives qu'on voit là, d'ailleurs. Mais c'est ce à quoi vous faites allusion, Philippe Corbet. Oui, mais je pense que personne n'a d'éléments pour étayer cela. Non, mais c'est pour dire que ça a été imprimé. Oui, absolument. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose dedans qu'ils ne pensaient pas trouver, qu'ils ont trouvé, et ça peut ne pas être sur le président lui-même. Trump débordé par sa base, poussé à bout, au point, Laurent, de sortir de ses gonds. L'image a fait le tour du monde. Donald Trump qui est à bord d'Air Force One. Une journaliste de Bloomberg l'interroge sur l'affaire Epstein, et le président va finir par l'insulter. Elle l'a bien cherché, dit même maintenant très officiellement la Maison-Blanche, qui assume donc. Et quelques heures après cette insulte dans le bureau ovale... Ça veut dire Piggy la cochonne, comprenez bien, c'est ça, c'est le Muppet Show. C'est ça la référence. Alors qu'on parle d'une affaire de pédocriminalité avec des esclaves sexuels par ailleurs. Dans le bureau ovale, Trump est à nouveau interrogé sur l'affaire Epstein, cette fois par une journaliste d'ABC. Et là aussi, Trump a du mal à maîtriser sa colère. And ABC's your company, your crappy company, is one of the perpetrators. And I'll tell you something. I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake
and it's so wrong. And we have a great commissioner, the chairman, who should look at that. Voilà, il menace de couper carrément le sifflet à ABC. Alors je précise que c'est la chaîne de Jimmy Kimmel, le satiriste dont Trump avait obtenu temporairement la suspension par la maison mère Disney, sauf que Kimmel avait retrouvé sa place, notamment à cause d'une pression économique, une pression des téléspectateurs et des démocrates. Est-ce que c'est... Oui. Non, c'est la chaîne de Disney. Et Donald Trump, quelques jours après son élection, quelques semaines après son élection, a obtenu de ABC et de Disney des excuses pour une erreur factuelle qui avait été faite par un journaliste très connu de ABC. Et Disney avait payé 16 millions de dollars à Trump pour mettre fin à cette affaire. Donc il y a des précédents. Il y a un précédent aussi à CBS. Donc quand il dit ça, évidemment, ABC ne va pas perdre sa licence de diffusion. Il n'en a pas les moyens, même si c'est un copain à lui, celui qui dirige le gendarme de l'audiovisuel américain. Oui, mais il y a eu un bras de fer, là, il y a quelques semaines, entre la Maison-Blanche, ce commissaire à l'audiovisuel, et Disney. Disney a d'abord cédé en suspendant Kimmel, puis en le remettant à l'antenne quelques jours plus tard. Simplement, Donald Trump, sur plusieurs médias, sur la matière forte, les éléments forts. Le Wall Street Journal, donc, qui appartient à Murdoch, donc un soutien de Trump, a fait des révélations assez spectaculaires il y a quelques mois sur l'affaire Epstein. Il a menacé, je crois, de 10 milliards de dollars de dommages d'intérêt. Il menace maintenant la BBC de 5 milliards de dollars. Murdoch tient parce qu'il défend le fait que ces journalistes ont fait leur boulot convenablement. Donald Trump qui choque aussi pour l'accueil qu'il réserve au prince héritier saoudien. Oui, Trump qui aime en mettre plein la vue à ses interlocuteurs, ses invités. Alors là, il a mis le paquet. Il sort carrément de la Maison-Blanche pour venir accueillir au bout du tapis rouge Mohammed Ben Salman, l'homme fort de l'Arabie Saoudite, qui arrive lui dans une voiture tirée par des chevaux, scénographie presque monarchique, avant l'annonce de juteux contrat. We believe in the future of America. So I believe, Mr. President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. So you are doing that now. You're saying to me now that the $600 billion will be $1 trillion. Definitely, because what we are signing to facilitate that. I like that very much. Alors d'abord, les opposants à Trump sont dubitatifs sur le montant des contrats, puisque 1000 milliards de dollars, c'est le montant du PIB annuel du pays de l'Arabie Saoudite. Ça voudrait dire qu'ils dépensent 100% de leur PIB pour investir aux États-Unis. Ce qu'il lui reproche surtout, c'est quand même de dérouler le tapis rouge à celui que les États-Unis ont désigné comme le commanditaire de l'assassinat en Turquie du journaliste dissident Jamal Khashoggi, lui qui s'était exilé aux États-Unis. Mais là encore, Trump, quand on lui parle de cette affaire, il a une réaction épidermique. Son réflexe, c'est d'abord d'encenser Ben Salman et aussi de salir Khashoggi. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. Painful to hear, anyone that been losing his life for, no real purpose or nothing illegal. Way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc. in Saudi Arabia. Well, it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. Là, Trump s'est un peu précipité. Ah non, il sait très bien ce qu'il fait. Il était président quand Khashoggi a été exécuté. Il faut rappeler ce qui s'est passé. Khashoggi est convoqué au consulat en Turquie, et là, il est non seulement tué, mais torturé, découpé en morceaux. Ils font disparaître les restes de corps. Tout ça est documenté. Mais oui, et ce sont une enquête de l'ONU très précise qui a été publiée là-dessus. Et même indépendamment de l'ONU, les services de renseignement, dont à l'époque le président était Donald Trump, ont établi à l'époque que c'était Ben Salman qui avait commandité ce meurtre et cette exécution. Et c'est la première fois depuis cette exécution que Ben Salman est accueilli à la Maison-Blanche. Mais il faut se souvenir des liens entre Mohammed Ben Salman et le gendre de Donald Trump, qui s'appelle Jared Kushner. Depuis qu'il a quitté le cercle politique en 2021, il a monté une sorte de fonds d'investissement avec le soutien financier de $2 milliards de l'Arabie Saoudite. La première visite à l'étranger de Donald Trump après son retour au pouvoir, c'était en Arabie Saoudite. Il y a des investissements de la Trump Organization en Arabie Saoudite, et par ailleurs, sur un plan diplomatique, il essaie de travailler avec Ben Salman pour aller vers une reconnaissance, enfin en tout cas pour d'une normalisation des relations avec Israël. Et Ben Salman ne lui a pas donné ce qu'il cherchait, puisque en gros, Trump essayait
d'aller vers la reconnaissance d'Israël et des accords d'Abraham. Et Ben Salman a dit, attention, pour ça, je veux la reconnaissance de l'État palestinien. Vous, Jordan Bardella, vous êtes allé aux États-Unis en février dernier. Vous deviez même prendre la parole dans un congrès des conservateurs. Vous avez annulé à cause d'un salut nazi de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump. C'est encore ou ça l'a peut-être pas été d'ailleurs, un modèle pour vous, Donald Trump? Non mais moi je suis français, donc je n'ai pas besoin de modèle. Je pense que d'abord l'histoire de France est suffisamment riche pour éviter d'aller puiser des modèles à l'étranger. Mais il porte, et il a porté pour les États-Unis, indépendamment du style, des excès personnels. Ça c'est le style Trump, et c'est aussi un contexte de politique à l'américaine qui est très différent des débats qu'on peut avoir en France et de la conception de la démocratie et de la République à la française. Mais il a porté ce vent de colère et ce vent de liberté sur l'Amérique, et aussi cette fierté américaine, c'est-à-dire de dire on est américain, on défend les intérêts américains. Moi, je ne peux que regarder favorablement les dirigeants politiques qui défendent l'intérêt de leur pays d'abord, mais je veux dire... Avec des réserves quand même, quand il gracie, par exemple, un certain nombre de ses amis, les assaillants du Capitole. Donald Trump défend les intérêts de l'Amérique. Ce qu'il fait pour les Américains, c'est au peuple américain de le juger. Ça n'est pas à vous, ça n'est pas à moi. Donc, moi, je regarde aujourd'hui se mettre en place dans le monde une recomposition de beaucoup de démocraties occidentales où on voit apparaître des dirigeants politiques qui défendent l'intérêt des leurs et l'intérêt de leur pays d'abord. Le problème n'est pas que Donald Trump défende les intérêts de l'Amérique. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ne défendent pas les intérêts de la France et les intérêts de l'Union européenne. Ils défendent aussi les intérêts de l'Amérique. Je veux dire, quand on signe cet accord qui n'est pas un accord, qui est un acte de reddition, l'accord commercial qui a été signé par Ursula von der Leyen et par Donald Trump au mois d'août dernier est honnêtement un acte de reddition commerciale qui nous impose non seulement d'acheter de l'énergie américaine, qui nous impose d'investir aux États-Unis et qui nous impose d'accepter 15% de droits de douane sur toutes les exportations américaines, en plus d'une monnaie unique, l'euro, qui a été réévalué de 12% par rapport au dollar. Donc, moi, je revendique de Donald Trump. Oui, mais moi, je revendique cette capacité d'abord de parler à toutes les grandes puissances du monde, mais surtout de défendre enfin nos intérêts et de ne pas avoir cette espèce de vassalisation heureuse qui consiste à dépendre de l'Est ou de l'Ouest. Il vous reste 30 secondes pour conclure, Philippe Corbet. Les Chinois, dans une stratégie très différente des Européens, en tenant tête à Trump, ont finalement obtenu ce que les Européens n'ont pas obtenu. Et effectivement, quand on compare les images de Xi rencontrant Trump il y a quelques semaines et obtenant finalement un abaissement des droits de douane, quand quelques semaines plus tôt, la présidente de la Commission européenne était allée dans le golfe de Trump en Écosse et d'une certaine manière avait dû céder sur les demandes de Trump, c'est deux stratégies très différentes. Merci Philippe Corbet. Je rappelle cet ouvrage Les femmes contre le Trumpisme qui est disponible aux éditions Grasset. Zeitgeist, votre podcast, l'esprit du temps en allemand. Et puis Jordan Bardella, ce que veulent les Français. Ça vous fait rire? Je l'ai bien dit pour une fois. C'est disponible depuis 3 semaines désormais. Depuis 2 semaines. Bien sûr, depuis un peu plus de 3 semaines. Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Pardon. Dans un instant, la suite de C'est à vous avec l'œil de Pierre, le bonus de Laurent, le pas de côté de Patrick, Kerenan,